ils n'ont pas mis longtemps à trouver l'origine de tout ce sang. Là, sur la berge, pendus aux arbres, se trouvaient les corps mutilés de 5 hommes. Tous avaient été éviscérés. Leurs entrailles pendaient à 4 ou 5 mètres du sol, empalées sur des branches brisées ou entassées grotesquement entre les troncs. Ce récit concerne des événements survenus dans la réserve Mohawk d'Akwesasne, dans le nord de l'État de New York, en 1981, alors que j'étais encore agent au FBI. J'ai été diplômé de Quantico fin 1980 et, comme toute ma famille était basée dans le Queens, mon premier choix d'affectation allait forcément être le bureau de Manhattan. Quand j'ai reçu la bonne nouvelle, ma petite amie de l'époque, aujourd'hui mon ex-femme, et moi avons été ravis de ne pas devoir traverser le pays et avons commencé notre nouvelle vie juste après la période de défaite. Comme je sortais tout juste de formation, je n'avais pas encore reçu d'affectation sur le terrain et je me contentais d'assister des agents plus expérimentés, jusqu'à ce que le directeur adjoint soit convaincu que je sois taillé pour le job. Les nouveaux agents suivent ce qu'on appelle le programme de formation sur le terrain. Comme je l'ai déjà dit, cela consiste à accompagner et à apprendre auprès d'agents bien plus aguerris. Comme ce programme dure généralement plusieurs mois, je ne m'attendais pas à recevoir ma propre mission avant l'été, voire le début de l'automne. Pourtant, le directeur adjoint avait d'autres plans. Un matin, il m'a fait venir dans son bureau et m'a demandé comment je trouvais les choses jusqu'ici. Devenir agent du FBI avait été mon ambition principale depuis que j'avais vu l'attaque du métro 123 au collège. Et me retrouver là, pour de vrai, c'était littéralement un rêve devenu réalité. Quand je le lui ai dit, il a hoché la tête, a réfléchi un instant, puis m'a posé la dernière question que j'aurais pu imaginer. Vous pensez être prêt pour une mission ? Cette question a déclenché une vague d'émotions en moi. Je me suis senti honoré, flatté et, si je suis honnête, un peu inquiet. Mais surtout, j'étais euphorique à l'idée de recevoir une mission aussitôt dans ma carrière. Je savais que ça pouvait m'ériger ou me briser, et je ressentais toute la pression. J'étais aussi jeune que naïf, assez pour croire que je pouvais encaisser n'importe quelle tâche. Alors, je lui ai répondu oui, et il m'a briefé sur le champ. Le directeur adjoint m'a dit qu'il avait lu mon dossier et qu'il avait remarqué mon ascendance Mohawk du côté de ma mère. Il m'a demandé à quel point je connaissais l'histoire Mohawk. Après lui avoir dit que j'avais quelques bases, il m'a demandé ce que je savais de la réserve de Saint-Régis, dans le comté de Franklin. J'en avais entendu parler, mais ayant grandi de l'autre côté de l'État et n'ayant aucune famille là-bas, j'ai dû être honnête. Je n'y étais jamais allé et je ne connaissais pas grand-chose de cet endroit. Quand je lui ai assuré que je pouvais me mettre au niveau très vite, il m'a répondu qu'il n'en doutait pas, mais que ce n'était pas la raison de mon choix. Le problème n'était pas la connaissance, mais la confiance. Comme vous le savez peut-être déjà, l'application de la loi sur les réserves est un sujet complexe. Les policiers d'État n'y ont aucune autorité. Faire respecter la loi relève donc des forces de police tribales. Mais de temps en temps, quand la police tribale tombe sur quelque chose d'un peu trop gros pour elle, elle appelle le FBI. Or, dans le cas de la réserve de Saint-Régis, ou comme les habitants l'appellent, Akwesasne, ils n'avaient pas contacté le FBI depuis plus de 10 ans. Et la dernière fois, ça s'était mal terminé. Le directeur adjoint m'a expliqué que, fin des années 60, le FBI n'avait pas réussi à résoudre une disparition. Une fille de 17 ans nommée Harper Tarbell. Le fiasco avait laissé un goût très amer chez les Mohawks. Les enquêteurs avaient conclu que Harper était une fugueuse, mais les habitants de la réserve, police tribale comprise, étaient très vocaux dans leur conviction qu'elle avait été enlevée.
Ils accusaient le FBI de ne pas avoir correctement enquêté. D'après le dossier, la géographie de Saint-Régis avait rendu la tâche extrêmement difficile. La section de la réserve se trouve aux États-Unis, mais la grande majorité du territoire d'Akwesasne est de l'autre côté de la frontière, au Canada. Cela signifie que le côté canadien dépend d'une force de police différente de la nôtre. Et au moins dans les années 60, ces forces faisaient très peu d'efforts pour partager des informations, mener des patrouilles conjointes ou sécuriser l'intégrité de la frontière internationale. C'est probablement ce dernier point qui avait le plus frustré les deux agents du FBI. La politique officieuse de toutes les parties consistait à laisser la frontière ouverte à quiconque se déclarait résident du grand territoire d'Akwesasne. Résultat, les agents ne savaient pas si la jeune fille avait filé vers le nord ou vers le sud. Et comme il arrive souvent que des jeunes filles autochtones issues de foyers difficiles fuguent, la position officielle du bureau fut que Harper Tarbell était une fugueuse et qu'il n'existait aucune preuve d'acte criminel. En réponse, la police tribale avait offert aux agents un merci très sarcastique, puis les avait priés de quitter la réserve dès que possible. À mesure que je comprenais les difficultés de ma mission potentielle, le directeur adjoint m'a demandé si j'étais certain de vouloir la prendre. Avant même que je réponde, il m'a rassuré. J'aurais accès à toutes les ressources et au personnel dont je pouvais rêver. Mais, pour reprendre ces mots, vous êtes notre tête d'affiche. Il n'y a personne d'autre pour faire bonne impression auprès des locaux. Il voulait envoyer un Mohawk, et ce Mohawk, c'était moi. Ainsi, quand je dirais que j'étais là parce que je m'en souciais et pas seulement pour toucher ma paye, cela paraîtrait bien plus sincère. Et il fallait que cela paraisse sincère, parce que l'affaire était importante et extrêmement sensible. C'était une perspective intimidante. Une fois la précarité de la situation devenue évidente, je me sentais beaucoup moins confiant. Mais c'était aussi une occasion en or de gravir un échelon très tôt dans ma carrière. Et alors j'ai accepté. Il fallait environ 6 heures de route depuis Manhattan pour atteindre Ogdensburg, la plus grande ville de la réserve, du moins côté américain, et le siège de la police tribale. À mon arrivée, j'ai rencontré le chef de la police dans un diner, juste en face du commissariat, appelé la tanière de l'ours. Il faisait une poêlée de bœuf incroyable, très appréciée après un long trajet. En mangeant, le chef m'a fait une brève présentation de la réserve et de ses habitants. Il a beaucoup vanté l'endroit et, même s'il n'est pas rare que quelqu'un aime sa terre, ses compliments avaient un but. Il voulait que, quand j'ouvrirais le dossier et lirais ce qui s'était passé, je garde en tête qu'il y avait sur cette réserve des gens bien, travailleurs, raisonnables, qui voulaient simplement mettre au clair un crime atroce. Il avait raison de me prévenir. Parce que quand je suis retourné ce soir-là dans le motel à $3 la nuit où je logeais et que j'ai lu le contenu du dossier, j'ai senti mon sang se glacer. Moins d'une semaine avant mon arrivée, l'un des nombreux fermiers de la réserve s'était levé avant l'aube et était sorti dans ses champs pour commencer son travail matinal. Alors qu'il nourrissait ses bêtes, il a vu une silhouette remonter sur son chemin dans la pénombre. C'était une petite fille, 11 ans exactement. Et à mesure qu'elle approchait, le fermier s'est rendu compte qu'elle était couverte de sang de la tête aux pieds. Étant âgé, il a dit que cela l'avait littéralement presque tué de peur. Il a cru voir un esprit venu l'emmener de l'autre côté. Il tremblait de tous ses membres jusqu'à ce qu'elle lui demande, dans un anglais simple mais très accentué, de l'aider. Le fermier a couru dans sa maison et a appelé le 911. Quand il est ressorti, la petite était allongée dans la terre, perdante et regagnant connaissance. La dernière chose qu'elle a dite avant de s'évanouir pendant 12 heures entières, c'est qu'elle venait de la rivière. Cela signifiait qu'elle avait marché environ 5 kilomètres, trempée jusqu'aux os, gelée, avant de s'effondrer sur le chemin du fermier. Les ambulanciers ont porté secours à la fillette et l'ont emmenée d'urgence au centre médical de Ogdensburg pour des soins vitaux. Et une fois sur place,
Ils ont compris que tout ce sang n'était même pas le sien. À part quelques éraflures ici ou là, elle n'avait pratiquement pas une égratignure. Après avoir appris qu'elle avait mentionné la rivière, la police tribale a sollicité l'aide des ambulanciers de la réserve pour fouiller les berges de la rivière Saint-Régis, surtout le tronçon le plus proche du champ du fermier. Ils n'ont pas mis longtemps à trouver l'origine de tout ce sang. Là, sur la berge, pendus aux arbres, se trouvaient les corps mutilés de 5 hommes. Tous avaient été éviscérés. Leurs entrailles pendaient à 4 ou 5 mètres du sol, empalées sur des branches brisées ou entassées grotesquement entre les troncs. Après avoir analysé la scène et fait transporter les corps vers un lieu sécurisé, le chef de la police s'est rendu au centre médical pour parler à la fillette. Elle était réveillée. Il a essayé d'obtenir d'elle le moindre renseignement, mais elle n'était pas en état de raconter ce qu'elle avait vécu. Elle a tenu 4 ou 5 questions, puis a fait une crise de nerfs complète. Elle a dit s'appeler Sarah, avoir 11 ans, venir du Québec. Mais quand le chef lui a demandé ce qui s'était passé au bord de la rivière, elle s'est figée. Les larmes aux yeux, elle lui a dit « C'était quelque chose dans la rivière. Quelque chose dans la rivière les a tués. » Après ça, elle était inconsolable, et on n'a pas pu l'interviewer à nouveau pendant plusieurs jours. Entre-temps, la police tribale a reçu une analyse préliminaire du bureau du coroner du comté de Franklin, et les résultats étaient pour le moins intéressants. Les corps avaient été tellement mutilés qu'il était impossible de déterminer précisément les causes de la mort de chacun. Dans la bouche de chaque victime, le coroner a trouvé une petite quantité de ce qui a ensuite été identifié comme du tabac cérémoniel pour pipe. Le tabac à pipe est utilisé par de nombreux peuples des Premières Nations à des fins spirituelles, culturelles et cérémonielles. Il accompagne la prière, la fumée portant ces dernières vers le monde des esprits. Il est aussi présent dans des cérémonies de passage à l'âge adulte, des mariages ou des funérailles. Mais il sert aussi à la purification et à la restauration spirituelle. La présence de ce tabac dans la bouche des victimes n'était pas immédiatement compréhensible. Comme me l'a dit un officier tribal, c'était très probablement destiné à chasser les esprits agités des morts et à les empêcher de s'accrocher à la terre. À ce stade, la police tribale savait évidemment qu'elle tenait une affaire énorme. Mais la possibilité de la gérer en interne dépendait de ce que la petite fille du Québec serait capable de dire quand elle irait mieux. On la gardait au centre médical de Hogansburg et, même si elle parlait peu, son état parlait pour elle. Certains officiers tribaux imaginaient que toute l'histoire pouvait être une sortie camping qui avait mal tourné. Un groupe d'amis en canoë, quelqu'un qui aurait craqué. Quand on a remarqué que Sarah montrait des signes de malnutrition, cette théorie a pris du poids. Ils auraient été perdus, à court de nourriture, puis l'un d'eux aurait attaqué les autres, et Sarah se serait échappée au milieu du chaos. Mais quand elle a été en état de parler à nouveau, elle a pulvérisé cette théorie. Dès que le chef a appris que Sarah parlait, il s'est précipité au centre médical avec un de ses officiers pour prendre sa déposition. Ils ont été sidérés d'entendre que les hommes avec qui elle se trouvait n'étaient ni sa famille, ni des amis de sa famille, ni quoi que ce soit de ce genre. À un moment, dans les semaines précédentes, elle ne savait pas exactement quand, Sarah avait été arrachée aux rues de Québec. Ces hommes l'avaient enlevée et la transportée vers un endroit inconnu. Quand la chose est sortie de la rivière et l'a sauvée. Le chef a insisté autant qu'il a pu. Qu'est-ce qui était sorti de la rivière exactement ? Sarah ne savait pas. Au début, on l'avait aveuglée et enfermée dans une sorte de grand sac pour la première partie du trajet. Ensuite, on l'avait sortie du sac et placée dans une sorte de bateau. Le bateau avait roulé sur l'eau pendant un temps indéterminé, puis s'était arrêté. On l'avait guidée dans des eaux peu profondes, et dès que ses pieds avaient touché l'eau, les hommes qui l'escortaient s'étaient affolés, avaient commencé à hurler.
et des coups de feu avaient éclaté à quelques mètres d'elle. Elle a dit qu'il y avait eu énormément de tirs, tellement que cela ressemblait presque à un seul mur de bruit, frappant ses oreilles jusqu'à la rendre sourde. Les hommes qui l'avaient enlevée tentaient de tuer la chose qui les attaquait, en hurlant, jurant, criant, tandis qu'elle les déchiquetait. Et dans le chaos, elle a arraché son bandeau des yeux et s'est enfuie dans l'obscurité du petit matin. Sarah a dit qu'elle ne savait pas où elle était, ni où elle allait. Mais quand l'aube a commencé à se lever, elle a aperçu une vieille ferme et s'est mise à marcher vers elle. Quand la nouvelle s'est répandue, c'est là que les gens ont commencé à parler de l'esprit de la rivière. Beaucoup de cultures autochtones ont des mythes autour des dieux ou esprits des rivières. La plupart du temps, ces esprits sont passifs et indifférents aux affaires des hommes. Pourtant, quand l'histoire de l'enlèvement de la fillette a circulé dans la réserve, beaucoup ont estimé que l'esprit de la rivière avait senti la douleur de Sarah et avait décidé d'agir. Cela s'est renforcé après la fuite de 2 éléments de l'enquête, divulgués par un membre non identifié de la police tribale. Premièrement, l'information selon laquelle du tabac cérémoniel avait été trouvé dans la bouche des victimes consolidait l'idée qu'il y avait quelque chose de surnaturel là-dedans. Mais c'est le second détail qui a vraiment donné la chair de poule aux habitants. À ce stade, une 12aine d'officiers tribaux avaient vu la scène de crime, ainsi que plusieurs membres des services médicaux d'urgence. Tous ont confirmé qu'il y avait, sur la berge près des corps, une quantité impressionnante de poissons morts, truites brunes, dorées, masquinongés, poissons soleil, un tapis d'écailles luisantes, sans vie. Et comme pour le tabac cérémoniel, cela semblait renforcer l'idée que les kidnappeurs avaient été tués par l'esprit de la rivière. Mais pour moi, l'explication était beaucoup plus simple. Mon père était vétéran du Vietnam. Il parlait peu de ce qu'il avait fait là-bas, mais il m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Selon lui, le Viet Cong était maître de l'embuscade et n'attaquait jamais une patrouille quand il s'attendait à être attaqué. Il attendait ce que mon père appelait les moments de transition, quand son peloton était le moins près, et c'est là qu'il frappait. Pendant les départs d'hélicoptères, pendant les relèves au milieu de la nuit, ou, leur préféré, pendant les traversées de rivières. Celui qui avait attaqué les ravisseurs de Sarah l'avait fait pendant un moment de transition, et avec une efficacité telle que les 5 victimes n'avaient eu aucune chance. J'ai exposé cette théorie au chef de la police, qui a, dans une certaine mesure, approuvé mon analyse. Mais il y avait un problème. Lors de l'examen préliminaire des corps, le coroner du comté de Franklin n'avait vu aucune blessure d'entrée ou de sortie. Autrement dit, si c'était une embuscade, ce n'était pas avec une arme à feu. En revanche, il y avait de nombreuses indications que les hommes avaient été tués à l'arme blanche. Mais si c'était le cas, comment un groupe d'hommes équipés seulement de couteaux aurait-il pu vaincre 5 passeurs armés jusqu'aux dents ? Le chef a aussi souligné un autre point. Sur une réserve, même étendue et composée de plusieurs villages, il y a une mentalité de petite ville. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. La police tribale avait lancé un appel à témoins et, vu la confiance existante entre la force et la population, le fait que personne ne se manifeste était extrêmement inquiétant. Il n'avait jamais eu ce problème. Quelqu'un finissait toujours par donner un tuyau, surtout si c'était pour le bien de la réserve. Les étrangers cherchaient souvent à exploiter les failles juridiques locales, mais les habitants étaient tout aussi déterminés à les en empêcher. Que personne ne se manifeste donnait l'impression que personne ne savait rien, et pour une réserve, c'était profondément troublant. C'est à ce moment-là que la police tribale s'est heurtée à un mur, et, après débat, elle a contacté le bureau new-yorkais du FBI pour demander de l'aide. Quand je suis arrivé, la fillette canadienne avait déjà été rendue à ses parents au Québec, pour ce qui devait être une réunion très heureuse. J'ai dîné avec le chef de la police tribale, j'ai récupéré le dossier dans ma chambre de motel,
Puis le lendemain matin, je suis allé au commissariat pour parler au chef et à ses officiers. La première chose que j'ai faite, pour tenter de rétablir la confiance entre le bureau et la police tribale, a été de leur demander où et comment nous pouvions les aider. Je n'étais pas là pour prendre l'enquête et les pousser de côté, comme dans tous les drames policiers à la télévision. J'étais là pour doper ce qu'ils faisaient déjà, avec les fonds du FBI et son équipement. Ils semblaient reconnaissants, même un peu sceptiques, et ils avaient des demandes. D'abord, le coroner du comté de Franklin manquait tellement de personnel qu'il ne pouvait pas donner de date de fin pour les 5 autopsies, alors qu'ils avaient besoin des résultats pour faire avancer l'enquête. Ma première contribution pouvait être d'accélérer ces autopsies. Ensuite, je pouvais faire venir des experts en criminalistique du FBI pour repasser la scène de crime au peigne fin. Jusqu'ici, ils n'avaient pu l'examiner qu'à l'œil nu. Ils avaient fait un excellent travail avec les moyens du bord, mais il leur fallait des plongeurs pour la rivière, et il fallait aussi identifier les victimes, ce qui impliquait une ligne directe avec les polices du Québec et de l'Ontario. C'était énorme, mais j'avais le soutien du bureau. Et, en quelques jours, j'ai pu produire des résultats. Après un appel au siège, 2 médecins légistes du bureau de New York sont montés à Malone, au bureau du coroner. Là-bas, ils étaient ravis qu'on fasse le travail à leur place. Nous avons eu les résultats d'autopsie en fin d'après-midi, le jour même. Les examens préliminaires n'avaient trouvé aucune blessure par balle vérifiable, mais les autopsies ont montré qu'ils en étaient criblés. Sur un des corps, il y avait près de 30 cavitations rien que dans le torse. Près de 30 balles avaient traversé sa poitrine et son ventre, ressortant par le dos. Le volume et la dévastation de cette rafale suggéraient soit une attaque par un grand groupe d'hommes légèrement armés, soit une attaque par un petit groupe équipé de mitrailleuses lourdes. Pour la police tribale, ces 2 hypothèses étaient difficiles à avaler. Ils ne pouvaient pas croire qu'un groupe d'hommes armés puisse se balader sur la réserve sans que personne ne les alerte. Et pour ce qui est des mitrailleuses lourdes, personne sur la réserve n'avait une telle puissance de feu. Puis l'analyse de la scène de crime est tombée, et elle n'a fait qu'épaissir le mystère. Vous vous souvenez de tous ces poissons morts qui avaient tant effrayé les gens ? Le tabac cérémoniel dans la bouche des victimes, c'était une chose. Mais comment expliquer cette hécatombe de poissons sur la berge ? Le mystère des poissons a été résolu en même temps que celui de la disparition du bateau des passeurs. Il était au fond de la rivière, avec des sacs remplis de sachets d'héroïne afghane percés par des balles. Les poissons nageaient autour du bateau, respirant une héroïne non coupée qui se diffusait dans l'eau, puis remontait à la surface et dérivait vers la rive, morts comme des clous. Mais ce que les enquêteurs ne comprenaient pas, c'est pourquoi il y avait, au milieu d'un océan de douilles de 9 mm et de 45, une seule douille de 7,92 X57 Moser, un calibre ancien, rare, introduite avant la Première Guerre mondiale. La découverte de l'héroïne a soulevé une question. Les meurtres avaient-ils été commis par un groupe rival, ou était-ce un deal qui avait mal tourné ? L'Ontario a confirmé que plusieurs opérations de contrebande canadiennes utilisaient les voies navigables d'Akwesasne pour faire passer des marchandises au sud, et que la concurrence provoquait parfois des affrontements. Pourtant, quelque chose continuait de me travailler. Le tabac cérémoniel dans la bouche des victimes. Cela me donnait l'impression qu'il y avait bien plus qu'un simple règlement de compte. Des officiers tribaux ont suggéré que le tabac avait peut-être été placé là pour détourner l'enquête et pousser les gens à suspecter les Mohawks locaux plutôt que les réseaux de contrebande internationaux. Je pouvais comprendre l'idée de faire un exemple en mutilant les corps, mais pourquoi se donner la peine de se procurer du tabac cérémoniel et surtout de le placer dans un endroit aussi précis, au lieu d'en jeter une poignée sur les cadavres une fois le massacre terminé ? Non, pour moi, ce n'était pas un leurre. C'était un geste volontaire, réfléchi, et cela signifiait que les tueurs étaient dans la réserve. Quand il a fallu se demander qui pouvait être assez motivé pour faire ça, je savais exactement à qui je voulais parler en premier. Avant de continuer, c'est le moment d'expliquer quelque chose d'important.
Dans la vision d'un monde idéal, le FBI n'enquêterait pas sur un dossier où 5 passeurs de mineurs avaient été tués, et où leur prisonnière s'était échappée indemne. Mais il y avait une raison pour laquelle la justice expéditive est illégale dans ce pays. Du point de vue d'un enquêteur, nous ne savions pas qui étaient ces hommes. Oui, certains étaient peut-être des passeurs, mais tous? Et si la petite Sarah du Québec n'avait pas été la seule enfant à bord cette nuit-là? Il pouvait y avoir des corps manquants, des victimes de trafic, vulnérables, pouvaient avoir été tuées avec les ravisseurs, par erreur. Voilà pourquoi nous devions comprendre ce qui s'était passé, et pourquoi nous ne pouvions pas simplement dire « Bon, 5 salopards de moins », et rentrer plus tôt pour boire des bières fraîches et manger des cocktails de crevettes. La première, et seule personne sur ma liste, était Wolf Tarbell, le père de Harper Tarbell, disparu 15 ans plus tôt. C'était un vétéran handicapé de la Seconde Guerre mondiale. Il vivait seul, de sa pension, sur une parcelle de terre inculte appartenant à sa famille depuis des générations. Quand il est sorti de chez lui en boitant, appuyé sur une canne, il a refusé de répondre à mes questions. Franchement, je comprenais parfaitement, mais je lui ai dit que j'apportais non seulement des éléments susceptibles de confirmer qu'il avait raison à propos de l'enlèvement de sa fille, mais aussi qu'il existait une chance de traduire en justice les hommes qui l'avaient prise. Il s'est nettement radouci et m'a invité à entrer. La première chose qu'il a faite, une fois que j'ai franchi le seuil, a été de me montrer une photo de sa fille. Il m'a dit qu'il pensait à elle chaque jour et que son souvenir était la seule chose qui le sortait du lit chaque matin. Il m'a demandé si j'avais déjà perdu quelqu'un comme ça. J'ai répondu non. Il a dit qu'il espérait que je ne saurais jamais ce que ça faisait. Et seulement là, il a accepté de parler. Selon lui, il avait mené beaucoup de recherches sur les réseaux de contrebande transfrontaliers d'Akwesasne. Plusieurs factions concurrentes faisaient passer cigarettes, drogues, armes et même des personnes d'un côté à l'autre. Il était persuadé que l'une d'elles avait enlevé sa fille. Il n'avait pas de preuves tangibles, ne savait pas où elle avait été emmenée, ni même si elle était encore en vie. Mais il savait que c'était l'un de ces groupes. Et si cela pouvait se traduire par des arrestations, il était prêt à m'aider. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que je suivrais son conseil sur l'amélioration des communications avec la police canadienne. Puis je suis retourné au commissariat de Hogansburg pour faire un point avec le chef. Le chef n'était pas surpris que Tarbell se soit obsédé sur le sujet, mais il était surpris qu'il ait accepté de me parler. Selon lui, Wolf Tarbell avait un jour déclaré que le prochain agent du FBI qui mettrait les pieds sur sa propriété y serait enterré. Le fait que j'en sois reparti vivant tenait presque du miracle. Les jours suivants, les officiers tribaux et moi avons tenté de cartographier l'opération de contrebande régionale. Nous y sommes parvenus surtout grâce à la coopération des services de police du Québec et de l'Ontario, qui ont expliqué que c'était un problème chez eux depuis longtemps. La nature transnationale du territoire en faisait un sujet brûlant, et à partir du début des années 70, le trafic transfrontalier de stupéfiants et d'êtres humains était devenu énorme pour des communautés des deux côtés de la frontière. Ce fut une sacrée journée. À la fin, nous avions 2 tableaux de liens sur 2 panneaux de liège, un pour les groupes anglophones, l'autre pour les groupes franco-canadiens. La plupart se spécialisaient soit dans les drogues, soit dans les armes, rarement les deux. Mais ce qui nous intéressait étaient ceux qui transportaient des personnes. Et, à notre grande frustration, ils étaient bien plus difficiles à pointer sur une carte. Les dossiers de traite humaine étaient moins fréquents, donc moins documentés. Avant de rentrer au motel, je suis repassé à la tanière de l'ours pour une autre poêlée de bœuf. Le diner allait fermer, et j'étais le seul client. Le propriétaire a quand même été ravi de me servir. Après mon repas, il m'a offert un café. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé près de la rivière et s'était dit que je devais être l'un de ces flics venus de l'extérieur pour aider à résoudre l'affaire. Je lui ai répondu que, avec un tel sens de la déduction, il aurait dû être détective. Il a ri, poliment, puis m'a demandé où en était l'enquête.
J'ai dit que ça avançait, malgré quelques ralentissements, et qu'au final, cela pourrait faire une vraie différence en réduisant la criminalité locale. Le propriétaire a déclaré qu'il en doutait fortement, à cause de l'incompétence de la police locale. Par courtoisie, je lui ai demandé ce qu'il sous-entendait par là. En buvant mon café gratuit, il m'a expliqué que, parfois, les flics locaux ne répondaient même pas aux appels. Une nuit, une semaine plus tôt environ, il s'était levé pour aller aux toilettes en pleine nuit. Avec l'âge, il n'était pas aussi régulier qu'il l'aurait voulu, donc il était resté assis sur le vieux trône en porcelaine un bon moment. Et dans le silence de cette nuit d'hiver, il avait cru entendre une rafale de coups de feu très loin, puis une autre, puis une autre. Il n'était pas sûr sur le moment, mais le lendemain, quand la nouvelle du meurtre avait secoué la ville, il avait appelé la police tribale pour faire un signalement. L'officier au téléphone avait dit qu'il noterait l'appel et en informerait le chef dès que possible, mais il n'avait jamais été rappelé. Quand j'ai demandé au chef pourquoi je n'avais jamais été informé de cet appel, il m'a dit que c'était la première fois qu'il en entendait parler. Ce jour-là, un officier, Tyler Wynne, était au bureau. Wynne, lui, n'a offert qu'une excuse molle. Il était fatigué à cause du lever très matinal. Je n'ai pas considéré cela comme un énorme manquement, mais j'ai trouvé étrange qu'un officier néglige de consigner quelque chose d'aussi significatif. Les jours suivants ont été lents, avec seulement de petits progrès grâce aux échanges avec le Canada. Puis une percée brutale a fait courir tout le monde. Un antiquaire spécialisé dans les armes à feu, au New Hampshire, a appelé. Après avoir entendu notre communiqué sur les armes automatiques utilisées dans les meurtres au bord de la rivière, il voulait signaler une vente inhabituelle. Son magasin vendait des armes et du matériel de la Seconde Guerre mondiale. Les armes antiques lui rapportaient un peu, mais il gagnait surtout sa vie avec ce qu'on pourrait appeler des munitions historiques, des cartouches qu'on ne fabrique plus. 3 ou 4 mois avant les meurtres, il avait reçu une commande téléphonique pour une caisse entière de munitions de 7,92 x 57 Mauser. Pas des cartouches à blanc, des vrais, réels. Et vous vous souvenez, une des douilles retrouvées sur la scène appartenait précisément à ce calibre rare. L'antiquaire faisait souvent affaire avec des reconstitueurs, ceux qui s'habillent en uniforme d'époque, courent dans un champ, font semblant de se tirer dessus et de mourir. Ils avaient besoin de vieilles munitions pour leur reconstitution, et ça lui rapportait. Mais quand il vendait des vrais 7,92 X57, c'était d'habitude seulement quelques boîtes pour des tireurs sportifs, pas des caisses entières. Le type venu récupérer la commande était arrivé avec une voiture immatriculée à New York. Il boitait, et même s'il ne l'avait pas dit, l'antiquaire était persuadé que c'était un vétéran. C'était Wolf Tarbell. Ça ne pouvait être que lui. Dès que j'ai raccroché, il était assez tard, j'ai appelé le chef. Nous avons convenu d'aller voir M. Tarbell le lendemain matin. À ce stade, il était considéré comme une personne d'intérêt. Je ne voulais pas le prévenir. Et sans que je puisse le savoir à ce moment-là, il n'aurait de toute façon pas pu répondre au téléphone. Quand le chef et moi sommes arrivés chez lui le lendemain matin, la porte d'entrée était grande ouverte. J'ai appelé son nom. Aucune réponse. Nous avons dégainé, puis nous sommes entrés, sans savoir ce qui nous attendait, mais en sachant que ce serait mauvais. Dans la cuisine, nous l'avons trouvé. J'avais déjà vu les photos de la scène au bord de la rivière, et ce qu'il restait de Wolf Tarbell ressemblait exactement à ces images. Déchiré, découpé, dépecé, presque méconnaissable. Quelqu'un avait décapité sa tête et l'avait posée à l'horizontale sur le plan de travail. Sa mâchoire était légèrement entrouverte. Derrière ses incisives, je distinguais une masse sombre et humide. Du tabac cérémoniel pour pipe, le même que celui trouvé dans la bouche des victimes de la rivière. Le chef a appelé des renforts via la radio de sa voiture. En moins d'1 heure, ses officiers avaient bouclé la scène et des techniciens arrivaient. Mais alors que les premiers agents du chef rejoignaient la maison,
nous avons appris que l'officier Wynne ne s'était pas présenté au travail ce jour-là. Avec l'augmentation récente des meurtres, c'était évidemment très préoccupant. Tyler Wynne était le même officier lent mais bien intentionné qui n'avait pas consigné l'appel des coups de feu. Le chef a dit qu'il vivait avec sa mère dans une petite maison juste à l'extérieur de Hogansburg. Quand nous y sommes passés, il n'y était pas non plus. Pendant que le chef demandait à sa mère, une dame âgée, chaleureuse et très coopérative, où elle pensait que son fils pouvait être, mon regard s'est mis à errer dans le salon. Madame Wynne avait accroché des photos de famille sur presque toutes les surfaces visibles, y compris beaucoup de photos de son fils Tyler en uniforme. Ça m'a amusé de le voir grandir en accéléré. Bébé, école primaire, lycée, remise de diplôme. Mais une photo en particulier m'a interpellé, parce que j'y ai reconnu les deux personnes. Elle avait l'air d'avoir été prise lors d'un bal d'hiver. On y voyait Tyler, peut-être en seconde ou en première, debout aux côtés d'une jeune fille qui m'avait paru terriblement familière. À la première occasion, j'ai interrompu poliment le chef et Madame Wynne pour demander qui était la fille sur la photo. Une expression triste a traversé son visage. Elle m'a dit « C'est Harper Tarbell. Tyler était fou d'elle au lycée. Ils sortaient ensemble. Ils sont même allés à un bal. Il a eu le cœur brisé quand elle a disparu. » Le chef et moi étions sidérés. Lui plus encore, parce qu'en presque 10 ans à travailler avec l'officier Wynne, celui-ci n'avait jamais mentionné qu'il avait fréquenté Harper Tarbell. Mais ce n'était pas la seule chose étrange au sujet de Wynne. La nuit des meurtres de la rivière, Wynne avait contacté le QG par radio. Il prétendait avoir suivi un groupe d'étrangers jusqu'à une distillerie clandestine, installée à la lisière de la réserve. Comme il se déplaçait, il n'avait donné qu'une idée vague de sa position. Puis, soudain, il avait commencé à crier qu'ils avaient repéré la filature et qu'ils ouvraient le feu sur lui. Ensuite, plus rien. Silence radio. Tous les officiers tribaux en service, et même certains hors service, étaient partis en trombe vers sa dernière localisation connue. Quand j'ai demandé où c'était, le chef m'a répondu que c'était aussi loin de la scène des meurtres de la rivière qu'on pouvait l'être, tout en restant sur la réserve. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont arrivés et ont fouillé la zone à la recherche de Wynne et des supposés trafiquants, ils n'ont trouvé ni l'un ni l'autre. Et ils n'ont retrouvé Wynne que bien plus tard, au poste, affirmant qu'il avait distancé les hommes armés et sauvé sa peau. Le chef ne m'a raconté tout ça que lorsque nous étions de retour dans sa voiture, en route vers une cabane de pêche que la mère de Wynne disait qu'il fréquentait souvent. Elle avait raison. À l'intérieur de cette vieille cabane branlante, le corps mutilé de l'officier Tyler Wynne était étalé sur les murs et le plancher en bois. Et je suis certain qu'à ce stade, je n'ai même pas besoin de vous dire ce qu'on avait bourré dans sa bouche. Il y avait aussi, dans la cabane, un petit sachet plastique contenant toutes les douilles de 792 X57 qui manquaient à la scène de crime de la rivière. Toutes, sauf une, bien sûr. Quant à l'arme qui les avait tirées, la réponse est arrivée après une fouille complète de la propriété de Wolf Tarbell. Blessé pendant la bataille de Bastogne, Wolf Tarbell n'était pas revenu seulement avec une médaille d'honneur. Pour une raison quelconque, on l'avait autorisé à conserver le fusil avec lequel il avait combattu. Il l'avait enregistré auprès de la police tribale et il trônait avec fierté au-dessus de sa cheminée. Mais ce que l'armée ignorait, c'est que le vieux loup blessé avait ramené une autre arme, démontée en pièces et dissimulée parmi ses affaires. De retour chez lui, il l'avait réassemblée dans son sous-sol, et elle y était restée plus de 35 ans. Une mitrailleuse allemande presque comme neuve, une Maschinengewehr, plus connue sous le nom de MG42. Nous avions une idée de qui avait fourni l'arme, une idée de qui avait appuyé sur la détente. Nous avions aussi une idée de pourquoi le tueur avait appuyé sur la détente. Sa petite amie d'adolescence avait visiblement été enlevée par la même organisation dont faisaient partie les victimes. Mais ce que nous n'avons pas réussi à comprendre, ce que je n'ai jamais réussi à comprendre, c'était qui avait tué Wynne et Tarbell, et pourquoi.
le seul autre élément du dossier, le dernier avant que nous ne heurtions un mur de l'enquête si massif que nous avons dû abandonner, fut celui-ci. Quelques jours après que nous avons sorti la mitrailleuse allemande du sous-sol de Wolf et récupéré les preuves balistiques manquantes dans la cabane de pêche de Tyler Wynne, 3 petits corps ont été rejetés sur la berge de la rivière Saint-Régis, à environ 15 ou 16 km en aval. La petite Sarah n'avait pas été la seule enfant enlevée à bord du bateau des passeurs cette nuit-là. Il y en avait 3 autres, 2 enfants canadiens et un enfant américain. Tous les 3 étaient criblés de ces balles antiques achetées par le défunt Wolf Tarbell. J'en ai conclu que, quand ils avaient compris ce qu'ils avaient fait, Tarbell et Wynne avaient essayé de faire passer ça pour autre chose. Mais ils ne pouvaient pas avoir agi seuls, c'était impossible. Parce que si c'était eux, alors qui avait fait exactement la même chose, avec la même brutalité, pour les réduire au silence, pour toujours? Je suis Mohawk du côté de ma mère, mais je n'adhère pas aux croyances qui impliquent des choses que je ne peux ni voir ni toucher. Je ne crois pas qu'un esprit, quel qu'il soit, ait été responsable de ce qui est arrivé, aux passeurs, aux enfants captifs ou à ceux qui ont tué. En revanche, je crois qu'il existe quelqu'un, quelque part, peut-être toujours dans la réserve, peut-être ailleurs, qui, par haine aveugle ou par soif de vengeance, a commis quelque chose de vraiment impardonnable. Et je vivrai le reste de ma vie avec le regret de ne pas avoir pu le traduire en justice. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.